voudrais vous présenter aujourd'hui un cas de la bande dessinée que l'on croit très connu et un créateur et sa création, c'est-à-dire Hergé face à Tintin, un pionnier de la bande dessinée belge, et vous proposer aussi une forme de réflexion autour d'une biographie et d'une œuvre. Georges Remy, qui deviendra Hergé définitivement et presque uniquement pour fixer les aventures de son héros dessiné Tintin, notamment à partir donc de 1929, est né à Bruxelles, dans un quartier ou une partie communale de la ville qui est celle d'Etterbeek, le 22 mai 1907, dans un milieu, disons, petit bourgeois, modeste, assez étriqué, familialement un peu triste. Il ne sera pas, à la différence de Franquin, un enfant unique. Ils sont nés d'ailleurs dans la même partie de la ville. Franquin est né aussi à Etterbeek. Mais il y a une génération d'écart entre les deux et ça compte. Et Hergé, Georges Remy, devenu plus tard Hergé, c'est un petit garçon qui découvre le dessin assez vite. C'est le seul moyen qu'ont ses parents de le faire tenir tranquille lorsqu'il est en visite, parce qu'on le présente comme un petit garçon insupportable. Alors on lui colle un carnet et quelques crayons et il dessine. Mais il croira longtemps dessiner fort mal. Il se prétendra aussi un élève très médiocre, ce n'est pas tout à fait vrai. Et il prétendra aussi, et ça c'est peut-être davantage plus véridique, plus profond en tout cas, être issu d'un milieu gris, considérant son enfance comme une vraie période de grisaille très lourde et très pénible. Et finalement, il manquera d'affection et d'une part d'humour, dont, par ailleurs, une fois devenu un créateur de bande dessinée, cette part d'humour, il ne s'en séparera jamais. Il a un humour très personnel et très vif, même s'il y a un fond très sérieux chez Georges Remy, devenu Hergé. Il baigne aussi dans un milieu, disons, nettement catholique. Le père est un employé de confection assez modeste. La mère va connaître une tragédie personnelle, c'est-à-dire qu'elle va devenir progressivement folle et elle mourra en 1946 dans un asile à Bruxelles. Son père vivra, lui, jusqu'en 1970, c'est-à-dire qu'il mourra à peu près 87 ans. Et leurs rapports seront chaleureux mais un peu froids, par certains aspects, un peu ternes en tout cas. Et c'est ce milieu familial où il y a quelques oncles, quelques cousins, mais pas vraiment une famille riante, dans lequel il baigne pratiquement jusqu'au terme de ses études, des études essentiellement faites dans le secondaire et pas poussées jusqu'à l'université. Des études d'ailleurs où il s'est intéressé un peu à l'histoire, un peu à la littérature. Il lisait d'ailleurs pour se distraire chez lui dans une malle aux classiques qui était dans le grenier familial, et il a découvert Alexandre Dumas père, il a découvert un certain nombre de classiques français, de récits d'aventure aussi à l'anglaise, des classiques de Dickens, de Defoe et de beaucoup d'autres. Il a une petite passion aussi, semble-t-il, pour le fantastique. Et puis, il a une passion dans sa prime jeunesse et dans son adolescence, et une passion qui va durer longtemps, c'est le scoutisme. Hergé, on va l'appeler comme ça sera plus simple, est un garçon pour qui le scoutisme a été une sorte de révélation, à la fois d'amitié, d'enthousiasme et de dessin aussi, et une révélation parce que ça va lui permettre d'ouvrir un peu son monde, de voyager, d'aller en Suisse, en Italie, dans des camps d'été, et de commencer à présenter des dessins pour son plaisir d'abord, pour celui de ses camarades ensuite,
et dans des publications collégiales, dans des publications de lycée, dans des publications catholiques, dans des publications de revues scouts. Ça commence dès 1921, il a 14 ans, et ça se poursuit jusqu'au moment, et même au-delà du moment où il va rentrer en 1925 dans l'équipe d'un journal confessionnel, d'un journal catholique, disons, de type très conservateur, pas un très gros tirage, mais un journal connu dans l'Église belge, qui est le XXe siècle, dirigé par un abbé tonitruant, l'abbé Wallet, qui est un personnage assez colossal, tout à fait déterminé, politiquement très ancré à droite, qui est en liaison avec le maréchal Foch en France et avec Mussolini en Italie, et qui va marquer Hergé parce qu'il va lui donner confiance en lui. Le jeune Georges Remy, en effet, est un garçon qui doute en permanence de son talent, de son intérêt, de ses qualités. Il se trouve falot, terne, extrêmement discret, tout à fait effacé. Et il se trouve que l'abbé Wallet va lui donner confiance au point de lui confier la responsabilité d'un supplément du journal Le XXe siècle, un supplément illustré pour les adolescents, pour les enfants, qui s'appelle Le Petit Vingtième. Le Petit Vingtième, pour Hergé, ça va devenir, si j'ose dire, une planche de salut, un journal dans lequel il va débuter comme employé modeste, puis comme vrai illustrateur, et il va assumer pratiquement seul la quasi-totalité de ce journal à partir de 1927-1929. Et c'est dans le cadre de ce journal, après quelques publications scouts et le personnage précédent qui est Totor, un jeune chef de patrouille qui a quelques aspects de Tintin au physique, c'est-à-dire une bouille ronde et une petite mèche, et quelques animaux de compagnie comparables, et un côté sens de la justice assez aigu. C'est dans le cadre du Petit Vingtième, le 10 janvier 1929, et donc du supplément du XXe siècle, que Georges Remy, devenu Hergé, il utilise Hergé d'ailleurs depuis 1924, d'abord sous une forme d'initiale, puis sous la forme connue du nom que nous avons depuis, c'est-à-dire H-E-R-G-E. C'est pour masquer son nom familial et puis pour masquer peut-être par pudeur quelques secrets familiaux qui sont difficiles à cerner. Donc il devient Hergé et il crée le petit personnage de Tintin. Mais le petit personnage de Tintin, qui est un reporter sans véritable âge, mais qu'on pourrait situer autour de 14 ou 15 ans maximum, qui est donc un adolescent, il ne faut pas que ça surprenne d'ailleurs. Dans la presse de l'époque, on croit toujours que ce sont des journalistes confirmés d'un certain âge qui tiennent le haut du pavé en France, en Belgique ou ailleurs. Il y a un exemple, pourtant belge et très connu lui aussi, qui est celui de Georges Simenon, qui a débuté à Liège quand il était tout adolescent, sa carrière de reporter. Il avait 13-15 ans, ou 17 ans au maximum à ses débuts. Et il a mené très vite une carrière de grand reporter qui est un peu dans les critères d'âge de Tintin. Alors on a des exemples littéraires aussi, de personnages qui sont chers à Hergé qui les a lus, c'est-à-dire le personnage de Rouletabille ou celui d'Isidore Beautrelet dans une partie des aventures d'Arsène Lupin. Tintin a aussi des précurseurs, et notamment un personnage qui est celui d'un certain Lutin qui a un nom comparable et qui est un personnage créé par Benjamin Rabier, le fameux illustrateur des Fables de La Fontaine, une des formes d'illustration et un maître que Hergé va revendiquer aussi. Alors, lorsqu'il crée Tintin en 1929, il pense que ça ne va pas durer très longtemps. Il est d'ailleurs non pas à l'initiative pleinement du personnage, puisque les choix des premières aventures de Tintin et des lieux où elles doivent se passer sont imposés
par la rédaction du journal et notamment par le fameux et très solide abbé Wallet, qui est donc en somme un mentor de Hergé. Dans ce cadre-là, il faut bien situer aussi que si les premiers succès de Tintin, c'est-à-dire Tintin au pays des soviets en 1929, Tintin au pays des soviets, c'est un ensemble qui a une grosse centaine de planches et un peu plus donc que les albums ensuite qu'on connaîtra pour le reste des aventures de Tintin après leurs divers remaniements, dont vous savez que pour des raisons techniques, dans le cadre de l'occupation ensuite et puis un peu après techniquement encore plus tard, deviendront des albums de 62 planches au maximum. Bon. Mais les premières aventures de Tintin, jusqu'à, au fond, la période qui va jusqu'en 1944-45, ce sont des albums ou ce sont des publications de presse qui deviennent des albums, mais qui sont des albums et des publications de presse qui font entre 130 ou 160 ou parfois un peu moins, mais plus d'une centaine de planches. Essentiellement jusqu'en 1936 et la rencontre d'Hergé avec un personnage fondamental qui est l'éditeur Casterman, ce sont des planches en noir et blanc. Alors, les premières aventures de Tintin sont des aventures voyageuses, mais essentiellement marquées par les idées politiques du journal Le XXe siècle et du Petit XXe, c'est-à-dire une dénonciation du communisme et du bolchevisme russe dans ses violences et ses aspects révolutionnaires et ses trucages électoraux, ce qui, au demeurant, correspond malgré tout à la réalité du stalinisme naissant et de son développement. Alors, il est clair aussi que, à part pour Tintin en Amérique, où Hergé avait une passion pour les États-Unis, pour le monde des Indiens et des cow-boys, qu'il avait dès sa jeunesse, il n'a pas eu une documentation directe pour ce qui concernait l'Union soviétique. Mais il bénéficie de plusieurs apports qui sont, pour une part, des publications diplomatiques d'un ancien diplomate belge en poste en Union soviétique revenu dégoûté de ce qu'il avait vu, et d'un russe blanc qui travaillait au journal Le XXe siècle et qui lui a fait d'ailleurs les textes en cyrillique que l'on voit dans Tintin au pays des soviets. Pour ce qui concerne Tintin au Congo, qui aujourd'hui fait polémique de manière totalement anachronique, et je n'en dirai pas plus, c'est aussi une commande, au fond, et une impulsion de l'abbé Wallet. Mais là, il avait davantage lu sur l'Afrique, Hergé, et il s'est quand même passionné sur certains aspects du sujet, notamment sur certains aspects du dessin, et il y a des évolutions assez sensibles déjà. Mais on sent, en lisant Tintin au Congo, qu'il a hâte d'en finir, parce qu'il rêve déjà de son prochain album, qui est Tintin en Amérique. Alors l'abbé Wallet, lui, entend dénoncer le protestantisme économique, ce qui est une des dénonciations du livre, c'est vrai, mais pour Hergé, il s'agit davantage de dénoncer la violence de la pègre. Et il faut bien dire une chose aussi, les premières aventures de Tintin sont des aventures marquées par l'actualité. Il ne faut pas perdre de vue que s'il n'est pas lui-même vraiment un reporter, il deviendra ensuite un petit reporter photographe, Hergé, pour le journal, mais il n'est pas à proprement parler un journaliste de terrain, mais il entend autour de lui tous les journalistes de l'équipe discuter de l'actualité générale, de ce qu'ils font eux-mêmes dans leur métier. Donc il baigne dans ce climat de discussion et de partage de nouvelles, etc. Donc tout ça sert en général de moyen, d'étincelle ou de petits motifs qui provoquent au fond la naissance d'une histoire. Pour Tintin en Amérique, en revanche, il se documente et il met en scène un personnage réel pour la première fois, qui est celui d'Al Capone. Je signale quand même, et c'est intéressant, que le climat des premiers albums de Tintin
C'est un climat qui est en partie marqué aussi par la littérature de l'époque. C'est vrai pour Tintin au Congo, c'est la période des publications du retour d'Afrique de Gide. C'est vrai pour tout ce qui concerne les soviets, naturellement. Tintin est marqué par ce climat littéraire et politique de l'époque, mais Hergé lui-même avait été très marqué par la mort dans son adolescence, donc en pleine guerre de 14, en 1918, du tsar et de sa famille à Yekaterinbourg, et ça l'avait vraiment traumatisé et marqué de manière extrêmement sensible, et il s'en est souvenu pour l'album en question. Mais pour ce qui concerne Tintin en Amérique, il faut bien remarquer aussi que ça sort avant le fameux Scarface de Howard Hawks, film de 1932 qui dénonce Al Capone et l'équivalent de personnages de Chicago. Et donc, en somme, Hergé est à la fois déjà, dès le début des aventures de Tintin, dans le fil de son temps et dans son actualité, et quelquefois précurseur, parce que il a un rapport avec ces personnages qui devient de plus en plus sérieux. Mais il faudra attendre 1934, 1935 et l'épisode du Lotus bleu, c'est-à-dire le rapport de Hergé avec la Chine, pour qu'il prenne enfin au sérieux durablement et complètement le personnage de Tintin qui jusque-là, disait-il, pour lui n'avait été au fond qu'un jeu. C'est la rencontre, bien sûr, avec le fameux personnage qui inspirera Chang et qui est un jeune étudiant chinois aux Beaux-Arts et qui va l'inspirer, qui va lui apprendre aussi une forme de calligraphie, une modification sensible du trait qu'il utilise pour son dessin, et qui va progressivement faire naître ce classique fondamental d'une des écoles de dessin belges de bande dessinée, qui est la ligne claire, c'est-à-dire cet usage du trait continu, du trait égal, qui donne une physionomie très particulière, un graphisme si singulier au personnage de Tintin, à ses décors et à l'ensemble. Je dois dire aussi, et c'est très important, que Hergé, à partir du moment où il se penche sur la Chine ou sur l'Orient, c'est-à-dire les premières variations qui vont devenir ensuite les cigares du pharaon, nous sommes entre 1933, 1932 et 1934-35, Hergé va se passionner de plus en plus pour la documentation, pour les décors, pour les détails. Mais il va aussi avoir le souci d'ancrer Tintin dans une sorte de patte plus romanesque et au fond dans un ensemble tout à fait particulier qui est une ambiance de mystère. Cette ambiance de mystère, c'est une ambiance aussi parfois policière et c'est très sensible notamment dans Les cigares du pharaon et aussi dans le Lotus bleu. Mais alors, il y a un autre aspect qui est lié à son idéalisme scout et à son bagage moral, même s'il se défendra toute sa vie d'avoir voulu faire de la morale et d'être un prêchi-prêcheur, et on retrouvera ça tout au long des aventures de Tintin. Hergé a une certaine conscience candide, mais de plus en plus marquée des dangers du monde qui l'entoure, et c'est très sensible naturellement dans la dénonciation presque politique, et qui sera jugée comme telle par l'ambassade du Japon d'ailleurs en Belgique, du conflit sino-japonais qui marque les années 1937 et 1938, et qui marque déjà d'ailleurs les affaires chinoises et japonaises dès 1931, la dénonciation du rôle japonais et du bellicisme japonais dans le Lotus bleu est manifeste, elle est très claire, elle est politiquement très marquée. Elle est dénoncée par un journal catholique de droite, disons-le aussi. Bon. C'est encore plus vrai même dans un pays imaginaire ou dans un ensemble de pays imaginaires, c'est-à-dire dans les aventures suivantes,
qui consiste à présenter la Bordurie et la Sildavie. Il est évident que là, il y a à la fois une dénonciation de certains aspects de Mussolini et d'Hitler, mais il est vrai aussi qu'à l'époque où l'album paraît, c'est-à-dire le Sceptre d'Ottokar, l'abbé Wallet ne joue plus de rôle dans le journal Le Petit Vingtième, et au fond, l'influence ou l'impulsion de Wallet s'est en partie distendue, même si Hergé, malgré le rôle lié à l'occupation de l'abbé Wallet en Belgique ensuite, qui est assez problématique et complexe, qui lui vaudra la prison d'ailleurs, Hergé lui restera fidèle comme à un homme à qui l'abbé avait donné sa chance, et y compris du point de vue intime et sentimental, puisqu'il l'a marié. Bon. Mais disons que Hergé est conscient des risques de la guerre qui vient, et en 1938-1939, il ne cesse dans ses albums, et donc dans le Sceptre d'Ottokar, de montrer une évolution dangereuse du monde. Alors, on peut se demander pourquoi, par conséquent, cet homme qui avait un enthousiasme juvénile pendant 10 ans au fil de ces différentes aventures de Tintin qui marquent de plus en plus la réalité du monde, pourquoi il s'est trouvé candide et désarmé et finalement gêné par le climat politique de l'occupation et de la guerre, et pourquoi il va en somme être un peu piégé par les événements et par la réalité de la situation, au point de connaître après la guerre une période de mise à l'écart et une période de dépression. Alors, pour bien comprendre le climat de Tintin dans l'après-guerre, il faut mesurer aussi, dans l'après-guerre et dans l'occupation, il faut mesurer que Hergé a joué un rôle dans la presse d'occupation à travers un journal repris par le contrôle allemand, puis par des collaborateurs non allemands et belges, qui s'appelait Le Soir et qui est devenu pour les résistants belges Le Soir volé. C'est dans Le Soir qu'il poursuit son œuvre, et notamment par un tirage plus important que Le Petit Vingtième. Il ne fait pas de politique, Hergé, il ne sait pas vraiment ce que c'est, il est très maladroit là-dessus. Il ne fait que quelques dessins, il publie toujours Tintin, mais il se trouvera piégé en 1945, considéré comme un collaborateur. Finalement, il n'y aura pas de procès, il sera en partie lavé des soupçons les plus infamants. Il n'a jamais dénoncé personne d'ailleurs non plus, il faut le dire, mais il va rester un peu très marqué même par cette espèce de chasse aux sorcières dont il s'estime victime. Mais les années 40, cette période de la guerre et de l'occupation et de la libération vont marquer une autre étape dans la carrière et la vie d'Hergé, et des rencontres aussi qui ont été très importantes à ce moment-là. Et je crois qu'il faut en parler à présent. C'est-à-dire, c'est une période, 1946, 1950, et pratiquement jusqu'au début des années 60, une période où il est l'un des instigateurs d'un journal, qui est le journal de Tintin, créé par un résistant, Raymond Leblanc, éditeur, et par quelques membres de la résistance et d'autres liés à des courants plus liés à l'occupation et à un rôle un peu plus compliqué dans l'occupation. C'est une association qui démarre vraiment en 1946, mais pendant la guerre, en 1941, et puis notamment à partir de 1943-1944, Hergé va pouvoir s'appuyer aussi sur un collaborateur absolument merveilleux, parce qu'on envisage de plus en plus, Tintin étant depuis les années 30 une star internationale de la bande dessinée, on envisage de plus en plus une mise en couleur et une mise à niveau des couleurs dans les albums. C'est le rôle de Casterman à partir des années 40 principalement. Et on envisage donc de travailler sur la couleur. Hergé ne connaît pas bien ça, et il va trouver un type formidable, qui est Edgar P. Jacobs, qui va devenir l'un des coloristes, l'un des décorateurs, l'un des inspirateurs aussi de bien des aspects techniques de Tintin, et qui va devenir l'un des piliers du journal Tintin dans ses premiers temps. Ils se sépareront
pas fâché du tout, mais pour qu'Edgar P. Jacobs développe vraiment sa propre série en solo, c'est-à-dire Black et Mortimer, mais c'est dans le journal de Tintin d'ailleurs qu'il lance Black et Mortimer au tournant des années 45, 46, 46, 47 principalement. En 1947, Edgar P. Jacobs va s'éloigner progressivement, ayant refusé de travailler exclusivement pour Hergé, mais ils resteront en contact et amis jusqu'au bout, et il y aura des collaborations très fortes, notamment autour du septautocar remis en couleur, autour de tout ce qui concerne l'Amérique du Sud et l'Amérique latine dans les différents albums, aussi bien L'Oreille cassée que Le Temple du Soleil, etc. Et il y aura cette espèce de flamboiement des couleurs dans l'œuvre d'Hergé qui sera due en partie à l'impulsion donnée par Edgar P. Jacobs et une certaine collaboration forte. Il sera lié aussi à une autre aventure d'Hergé qui est la création des studios Hergé un peu plus tardivement, dans les années 50 et 60, avec aussi de la part d'Hergé un intérêt constant pour le cinéma. Alors ça ne donnera pas des réussites exemplaires toujours, et il en sera souvent déçu, mais il a été attiré par le cinéma dès le début de son œuvre, puisque le fameux personnage du chef de patrouille des hannetons, Totor, ça se présente comme une bande filmée, une production Hergé, avec un titre à l'américaine, etc. Et c'est en 1925-26. Donc ça le travaille depuis le début, il est très marqué par cette ambiance cinématographique. Edgar P. Jacobs lui a donné aussi une forme d'impulsion, disons, romanesque pour l'ensemble des aventures de Tintin. Et il faut à présent passer une autre étape dans la carrière d'Hergé, c'est-à-dire la reconnaissance non seulement européenne, qui est acquise depuis 1936 à peu près, les traductions et les publications en France, en Italie, à peu près partout, sauf en Allemagne d'ailleurs. Il sera très surpris du fait que Tintin n'aura pas le succès en Allemagne de personnages plus tardifs comme Astérix. Et ça le travaillera un peu toute sa vie, ça. Mais un autre aspect, donc, c'est l'évolution de Tintin via l'équipe du studio Hergé et de cette équipe qui travaille avec lui sur les aspects techniques, sur les aspects de couleur, sur certains principes d'idées de scénario, sur certaines aussi formes de décor et de présentation des personnages. Et puis, autour de Tintin, devenu véritablement à ce moment-là une industrie, dans les années 50 et 60, Hergé va connaître à ce moment-là, comme il les avait connus après l'immédiate après-guerre, des phases très importantes, dépressives. Il va un peu s'éloigner de son personnage de Tintin, dont il considérera qu'au fond, il l'étouffe un peu. Il aura renoncé bien avant à toutes les séries hors de Tintin qu'il avait pu faire avant la guerre, et c'est-à-dire Quick et Fluke par exemple, ou Josette et Joko, qui n'auront pas été des succès énormes, mais qui seront repris en couleur un peu plus tard. Et il revient à Tintin par une série d'albums tout à fait fascinants, et je pense en particulier à cet aspect précurseur qu'est l'ensemble des aventures de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, à partir des années 50, et puis correspond aussi à une période dépressive en 1959, et il en sort par cet album-là, justement, qui est celui de Tintin au Tibet, qui est aussi, comme l'avait été le Lotus Bleu, un album finalement politiquement très engagé, de soutien à la cause tibétaine, et de dénonciation du rôle de la Chine, cette fois-ci. On a dans Tintin, il faut bien le dire, une ouverture du monde, qui fait voyager les enfants de 7 à 77 ans, selon l'heureuse formule, mais une vision aussi internationale de plus en plus marquée, une vision tendue de la réalité internationale, la guerre froide par exemple, via l'affaire Tournesol, les questions du Proche et du Moyen-Orient, aussi bien Kock-en-Stock que bien avant d'autres albums. Il y a toujours eu un rapport étroit avec l'actualité. Alors en même temps, c'est une bande dessinée qu'on pourrait croire politiquement dégagée ou désengagée de tout, avec un idéalisme de Tintin
qui se poursuit et les évolutions du personnage hors de la culotte de golf vers des versions plus modernes, des jeans et d'autres tenues, toujours dans le même ton, hein, marron et bleu, marron pour le pantalon et bleu pour la chemisette, avec toujours aussi le sens d'une forme d'humour sur laquelle on insiste rarement assez en ce qui concerne Hergé. On le présente toujours un peu comme un personnage compassé et un peu étroit. Et c'est pas vrai, c'était un farceur. Dans ses équipes aussi, des studios de Tintin, comme dans le journal de Tintin, il faisait des farces tout le temps. Il était très soucieux du bien-être de ses équipes, même s'il était très exigeant du point de vue professionnel. Et au fond, il y a une forme d'humour décalée, de plus en plus décalée chez certains de ces personnages. C'est vrai pour Tournesol, c'est vrai pour Haddock. Mais on peut dire aussi, et je pense qu'on pourrait poursuivre là-dessus sur l'ensemble des évolutions jusqu'à la fin de sa carrière, c'est-à-dire jusqu'à ses derniers albums que sont Vol 714 pour Sydney et puis Les Picaros, une évolution de l'idéalisme politique d'Hergé, une évolution de plus en plus humaniste, de plus en plus sensible aussi à l'écologie, de plus en plus à vouloir se démarquer aussi d'un certain esprit pesant de Tintin en essayant un peu de désacraliser le personnage, en le confrontant à des situations de plus en plus impossibles ou de plus en plus gaffeuses pour les Dupont ou pour Tournesol. C'est vrai assez tôt ça dans une partie de l'œuvre, et au fond, on a pu croire à un certain moment qu'il voulait se débarrasser de Tintin, s'en désengager. Il y a eu une période où il a dit, à partir des années 60 ou 70, que Tintin lui pesait beaucoup. Mais finalement, Hergé est resté fidèle à son personnage jusqu'au bout, l'a repris dans un certain enthousiasme, est sorti par Tintin d'un certain nombre de ses dépressions personnelles. Il y a mis aussi de plus en plus d'aspects d'art contemporain qui le passionnaient de plus en plus à partir des années 50. Et au fond, alors que Tintin pourrait n'être réduit qu'à une bande dessinée pour enfants, c'est devenu une bande dessinée à larges ambitions, une ambition qu'il n'avait pas à sa création Hergé en 1929, mais une ambition qu'il a donnée à son personnage et à ses évolutions pendant plus de 50 ans. Et s'il y a bien une morale à tirer de l'ensemble d'Hergé, de sa vie et de son œuvre, c'est cette espèce d'énergie et de force qu'il a donnée à Tintin et qu'il a portée dans Tintin tout en s'effaçant derrière Tintin, une forme d'enthousiasme juvénile puis plus critique ou plus cassé, mais qu'il a maintenu jusqu'au bout pendant plus de 50 ans. Et il a donné sur des thèmes sérieux qui étaient l'alcoolisme, qui était la dépression, le suicide de Wolf par exemple, dans Les Aventures spatiales, ou d'autres personnages, la tentative de suicide de Muller notamment, dans Le Pays de l'or noir, c'est-à-dire des préoccupations, des sujets qui ne concernaient pas que les enfants ou qui permettaient de parler aux enfants comme s'ils étaient des adultes ou en adultes. Et il a au fond, partant d'une bande dessinée, disons, assez infantile au départ, il a fait mûrir son personnage et ses situations d'une manière absolument sans exemple avant lui. Et en fait, c'est un pionnier qui donne de ce point de vue-là non seulement une vue du monde et de l'actualité, mais surtout un caractère adulte et des lettres de noblesse, à un genre jusque-là décrié et qui sera par lui admis à l'université, notamment en France en Sorbonne, en 1974, avec Hergé comme invité en cours de Sorbonne de Francis Lacassin, soit à la Sorbonne, soit au Collège de France. Non précisément au Collège de France, mais c'est quand même une reconnaissance universitaire. On l'interviewe d'ailleurs de manière universitaire aussi par différents auteurs. Il est rarement à l'aise avec les journalistes, il faut bien le dire, parce que c'est un homme extrêmement pudique, extrêmement secret, qui cache dans Tintin beaucoup de secrets de sa famille et de son passé. Mais c'est un homme qui finit par se coincer, s'identifier dans son personnage à tel point qu'au fond, on ne sait pas si Hergé est le père de Tintin ou Tintin le père d'Hergé, mais il y a une sorte de rapport filial assez étonnant qui finit par un rapport de noblesse consentie et une sorte de
mélange passionnant entre la vie de l'homme Hergé, qu'il cache plus ou moins, et ce personnage dans lequel il a mis au fond toute sa vie et qu'il a fait porter et vivre au-delà de 50 ans, et qui va s'éteindre et disparaître avec lui après un album inachevé et crayonné, qui est le fameux Tintin au pays de l'Alphare. Mais il est mort en ayant encore des projets. Il est mort d'une leucémie en 1983. Il avait encore des projets, il espérait s'en tirer, et malheureusement, il a fini par s'éteindre à 75 ans, mais il reste le modèle du créateur de bande dessinée idéal pour des gens de 7 à 77 ans, et on peut comprendre par conséquent le prestige de Tintin qui devient un prestige mondial lorsque l'on cite la fameuse phrase rapportée par Malraux du général de Gaulle en 1967. Au fond, mon seul rival international, c'est Tintin. Je crois que c'est le plus bel hommage de prestige qu'on puisse donner à Hergé et à Tintin, qui n'est pas seulement qu'un boy scout. Je vous remercie.